Il y a 2300 ans, quelqu'un a dressé une liste de ce qu'il fallait absolument voir avant de mourir. 7 constructions, réparties autour de la Méditerranée, tellement imposantes qu'elles semblaient échapper aux lois ordinaires du temps. Des voyageurs traversaient des mers entières pour les contempler, des rois s'endettaient pour les embellir, des poètes les décrivaient comme des preuves visibles que l'homme pouvait rivaliser avec les dieux. Cette liste, on la connaît encore aujourd'hui. On l'apprend à l'école, on la cite dans les conversations, on l'évoque comme une évidence. Ce qu'on mentionne moins, c'est ce qu'il en reste. Sur ces 7 monuments, conçus pour défier les siècles, 6 ont disparu. Pas dans un futur lointain et abstrait. Ils ont disparu alors que Rome existait encore, alors que des témoins pouvaient encore raconter ce qu'ils avaient vu. Des structures de bronze, de marbre, d'or et d'ivoire, certaines plus hautes que nos immeubles modernes, se sont volatilisées en quelques générations. Et ce qui est troublant, ce n'est pas simplement qu'elles aient disparu, c'est comment elles ont disparu. La première explication qui vient à l'esprit, c'est la nature. Les séismes, les tempêtes, l'érosion. Des forces aveugles contre lesquelles aucune construction ne peut rien. Et c'est vrai, plusieurs de ces monuments ont été frappés par des tremblements de terre d'une violence considérable. Le colosse de Rhodes, par exemple. 33 mètres de bronze massif érigé à l'entrée du port pour célébrer une victoire militaire. En 226 avant notre ère, un séisme brise les genoux du géant. La statue s'effondre. Jusque-là, rien de surprenant. La tectonique ne négocie pas avec l'ambition humaine. Mais voici ce qu'on mentionne moins souvent. Après sa chute, le colosse est resté sur place, pendant 8 siècles. Couché sur le rivage, ces morceaux de bronze toujours visibles, toujours impressionnants. Des voyageurs venaient encore le voir, même à terre. Pline l'Ancien raconte que peu d'hommes pouvaient entourer son pouce de leurs bras. Le séisme l'avait fait tomber, mais il ne l'avait pas fait disparaître. Le phare d'Alexandrie présente un schéma similaire. Plus de 120 mètres de hauteur, une lumière visible à 50 km en mer, une structure qui a guidé les navires pendant 15 siècles. Les séismes l'ont endommagé, progressivement, sur plusieurs centaines d'années. Son foyer s'est éteint, ses étages supérieurs se sont fissurés, puis effondrés. Au XIVe siècle, il n'était plus qu'un amas de pierres monumentales au bord de l'eau. Et pourtant, là encore, les ruines étaient là, massives, récupérables, reconnaissables. Ce qui pose une question simple. Si ces monuments ont survécu des siècles après leur chute, sous forme de débris colossaux, pourquoi n'en reste-t-il plus rien aujourd'hui ? Les séismes expliquent l'effondrement. Ils n'expliquent pas la disparition. Quelque chose d'autre s'est produit entre le moment où ces géants sont tombés et le moment où ils se sont volatilisés. Ce qui s'est passé, c'est que les hommes sont venus. Le colosse de Rhodes était encore couché sur le rivage au 7e siècle de notre ère, presque 900 ans après sa chute. Et puis un jour, des marchands arabes ont regardé ces tonnes de bronze d'un œil différent, pas comme une relique, comme une ressource. Ils ont dépecé le géant, morceau par morceau, chargé les fragments sur 900 chameaux et tout emporté pour le fondre. Le métal, qui avait été un dieu, est devenu des pièces de monnaie, des outils, des armes. Quelque chose de sacré, transformé en quelque chose d'utile. Le phare d'Alexandrie a connu un sort légèrement différent, mais tout aussi définitif. Après son effondrement final au XIVe siècle, ces pierres monumentales jonchaient le sol, encore assemblables, encore identifiables. En 1477, le sultan Qaït Bey décide de construire une forteresse sur ce même emplacement. Et plutôt que d'apporter de nouveaux matériaux, il utilise ce qui est déjà là. Les blocs du phare sont intégrés aux murs du fort. Certains y sont encore aujourd'hui, anonymes, emmurés dans une structure militaire médiévale. Le monument n'a pas été détruit au sens strict, il a été absorbé, digéré par une construction ultérieure, rendue méconnaissable. Le mausolée d'Halicarnasse illustre peut-être le cas le plus brutal. Ce tombeau colossal, couronné d'un quadrige de marbre à 45 mètres de hauteur, avait survécu 15 siècles. Un séisme finit par faire s'effondrer son toit. Mais ce sont les chevaliers de Saint-Jean, au XVe siècle, qui achèvent le travail. Ils avaient besoin de matériaux pour renforcer leur château. Le marbre antique, sculpté par les plus grands artistes grecs, est alors broyé pour en faire de la chaux. Des statues inestimables finissent dans les fours.
Ce qui ne brûle pas devient bloc de construction. Aujourd'hui, on retrouve des fragments du mausolée incrustés dans les murailles du château de Bodrum comme des fossiles dans une roche plus récente. Le temple d'Artémis, à Éphèse, suit une logique similaire. Après des siècles d'abandon, il devient une carrière à ciel ouvert. Ses colonnes de marbre sont démontées et transportées à Constantinople, où certaines d'entre elles soutiennent encore aujourd'hui les voûtes de Sainte-Sophie. Le temple païen n'a pas disparu dans le néant, il a migré, il s'est fondu dans une autre architecture, une autre foi. Ce qu'on commence à voir ici, c'est un motif. Ces monuments n'ont pas été oubliés, ils n'ont pas été ignorés. Au contraire, ils avaient trop de valeur. Leur bronze valait de l'argent, leur marbre pouvait être retaillé, leur pierre économisait des mois de travail. La grandeur passée est devenue matière première pour le présent. Et c'est précisément parce qu'ils étaient précieux qu'ils ont été consommés jusqu'à l'os. Mais ce qui est troublant, c'est que dans certains cas, les hommes n'ont même pas attendu que la nature fasse le premier pas. Certaines merveilles ont été attaquées alors qu'elles étaient encore debout, encore intactes, encore en fonction. Le recyclage, aussi brutal soit-il, garde une forme de logique froide. On peut comprendre qu'un général ait besoin de bronze pour ses armes, qu'un sultan veuille des pierres pour sa forteresse. C'est du pragmatisme, cynique, mais rationnel. Ce qui l'est moins, c'est ce qui s'est passé à Éphèse, une nuit de 356 avant notre ère. Le temple d'Artémis était alors intact, plus qu'intact. Il était l'un des édifices les plus sacrés du monde méditerranéen, un lieu de pèlerinage, un sanctuaire qui fonctionnait aussi comme la banque centrale de l'époque. Et cette nuit-là, un homme nommé Érostrate y met le feu, délibérément, méthodiquement. Quand on l'arrête et qu'on lui demande pourquoi, sa réponse est simple. Il voulait que son nom traverse les siècles. Il n'avait rien contre Artémis, rien contre le temple. Il voulait juste être mémorable. Les autorités, horrifiées, décrètent qu'il est interdit de prononcer son nom, sous peine de mort. 2 millénaires plus tard, on le connaît encore. Ce qui est troublant ici, ce n'est pas seulement l'acte, c'est ce qu'il révèle. La destruction peut être un projet en soi, pas un moyen, pas un effet secondaire, une fin. Quelqu'un peut regarder une merveille du monde et décider que sa disparition vaut plus que son existence. Et Érostrate n'est pas un cas isolé, il est juste le plus spectaculaire. Quand l'Empire romain devient chrétien au IVe siècle, les temples païens sont progressivement fermés, interdits, parfois rasés. Ce n'est plus de la récupération opportuniste, c'est une politique, une volonté délibérée de faire disparaître les traces d'un monde révolu. Le temple d'Artémis, reconstruit après l'incendie d'Érostrate, est définitivement abandonné à cette époque. Ce qui reste de ces structures est livré à l'érosion, au pillage, à l'indifférence organisée. La statue de Zeus à Olympie connaît un sort plus direct encore. Cette sculpture colossale de 15 mètres, faite d'or et d'ivoire, représentait le roi des dieux assis sur son trône. Son regard, incrusté de pierres précieuses, était si saisissant que les pèlerins parlaient d'une présence réelle. Après l'interdiction des cultes païens, la statue est démontée et transférée à Constantinople dans la collection privée d'un aristocrate. Elle y reste quelques décennies, curiosité déracinée, vestige d'une foi abolie. Et puis, en 475 de notre ère, un incendie ravage le palais. Le bois brûle, l'or fond, l'ivoire tombe en cendres. Il ne reste plus rien, pas un fragment. Juste des descriptions dans des textes anciens et quelques profils gravés sur des pièces de monnaie. Ce qui commence à se dessiner, c'est que la disparition de ces monuments n'est pas un accident de l'histoire, c'est presque une constante. Qu'il s'agisse de cupidité, de pragmatisme ou d'idéologie, les hommes trouvent toujours une raison de démanteler ce que d'autres ont érigé. Mais il existe un cas encore plus troublant, une merveille dont on ne sait même pas si elle a jamais existé. Les jardins suspendus de Babylone sont peut-être la plus célèbre des 7 merveilles. Des terrasses verdoyantes s'élevant dans le ciel du désert, un système d'irrigation capable de faire monter l'eau de l'Euphrate jusqu'aux étages supérieurs, une végétation luxuriante maintenue en vie au milieu des sables par un prodige d'ingénierie. La légende raconte que le roi Nabuchodonosor II les aurait fait construire pour son épouse, nostalgique des collines boisées de son enfance. L'image est magnifique.
Le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé la moindre trace de ces jardins. Pas une fondation, pas un fragment du système hydraulique. Pas une inscription contemporaine mentionnant leur construction. Les archéologues ont fouillé Babylone pendant plus d'un siècle. Ils ont retrouvé les murailles, les temples, la porte d'Ishtar. Mais des jardins suspendus, rien. Le site où ils auraient dû se trouver ne présente aucune structure compatible avec les descriptions antiques. Ce qui est étrange, c'est que les auteurs grecs qui ont établi la liste des merveilles n'ont jamais vu ces jardins eux-mêmes. Ils rapportent des récits de seconde ou de troisième main, des descriptions transmises de voyageurs en voyageurs. Certains historiens pensent aujourd'hui que les jardins n'étaient pas à Babylone, mais à Ninive, plusieurs centaines de kilomètres plus au nord, et qu'ils auraient été construits par un roi assyrien, pas babylonien. Une confusion géographique vieille de 2 millénaires. D'autres vont plus loin. Ils suggèrent que ces jardins n'ont peut-être jamais existé du tout, qu'ils seraient une invention poétique, une image trop belle pour être vérifiée, répétée si souvent qu'elle a fini par s'imposer comme un fait. Et c'est là que quelque chose vacille. Jusqu'ici, on parlait de monuments détruits, recyclés, effacés. Mais au moins, ils avaient existé. Il y avait eu du bronze, du marbre, de l'ivoire. Des témoins les avaient vus debout. Avec les jardins de Babylone, même cette certitude s'évapore. La destruction est peut-être si totale qu'elle inclut la réalité même de l'objet. Et pourtant, malgré tout cela, une merveille a survécu. Une seule. Et la question devient alors inévitable, pourquoi celle-là? Les pyramides de Gizeh, 4500 ans d'existence. Elles étaient déjà anciennes quand le colosse de Rhodes a été érigé. Elles étaient déjà vieilles quand Jules César a visité l'Égypte. Elles sont toujours là. La réponse évidente, celle qu'on répète souvent, c'est leur taille, leur masse. 2 300 000 blocs de pierre pour la seule pyramide de Khéops. Un volume si colossal qu'il découragerait n'importe quel projet de démantèlement. Mais cette explication ne tient pas vraiment. Le phare d'Alexandrie aussi était immense. Le mausolée d'Halicarnasse aussi. Et pourtant, ils ont été démontés, pierre par pierre, absorbés par d'autres constructions. Ce qui distingue les pyramides, ce n'est pas leur taille, c'est leur composition. Pas de bronze à fondre, pas de marbre à retailler, pas d'or à récupérer, pas d'ivoire à revendre. Juste de la pierre calcaire, empilée en blocs grossiers, sans ornement, sans revêtements précieux, sans rien qui justifie l'effort de l'extraction. Les pyramides ont été pillées de l'intérieur, bien sûr, les chambres funéraires ont été vidées depuis l'Antiquité, mais la structure elle-même n'intéressait personne. Elle était trop massive pour être déplacée, trop brute pour être réutilisée, trop pauvre en matériaux nobles pour valoir le travail. Et c'est là que quelque chose se retourne. Le colosse de Rhodes était fait de bronze, on l'a fondu. Le temple d'Artémis était fait de marbre sculpté, on l'a débité. La statue de Zeus était recouverte d'or et d'ivoire, elle a brûlé et on a récupéré ce qui pouvait l'être. Chacune de ces merveilles a été détruite précisément parce qu'elle était précieuse. La beauté, la richesse, la sophistication technique, tout ce qui faisait leur gloire, c'est exactement ce qui les a condamnées. Les pyramides, elles, n'avaient rien à offrir aux charognards. Leur survie n'est pas en triomphe, c'est une forme d'indifférence. Elles sont encore debout parce qu'elles ne valaient pas la peine d'être détruites. Ce qui pose une question qu'on n'a peut-être jamais formulée ainsi. Si la seule merveille à avoir traversé les millénaires est celle qui n'avait aucune valeur récupérable, qu'est-ce que cela dit de tout ce que nous construisons aujourd'hui? Nos gratte-ciels sont faits d'acier et de verre. Nos monuments sont bardés de câbles, de circuits, de métaux rares. Nos données reposent sur des serveurs qui contiennent plus d'or et de cuivre que certaines mines. Tout ce que nous construisons aujourd'hui, tout ce que nous considérons comme précieux, tout ce que nous imaginons léguer aux siècles futurs,
possèdent exactement les caractéristiques qui ont condamné les merveilles antiques. Et quelque part, sans doute, quelqu'un regarde déjà ces structures d'un œil différent, pas comme un héritage, comme une ressource. Les pyramides, elles, seront probablement encore là pour voir la suite.